Dans le théâtre silencieux de nos vies, les secrets les plus sombres se cachent souvent derrière les sourires les plus éclatants. L'histoire qui suit nous plonge au cœur d'un drame familial où l'innocence de l'enfance deviendra la clé d'une vérité effroyable. Faites un vœu, mes chéris. Le sourire de la nouvelle belle-mère était d'une douceur étudiée, presque artificielle, alors que les triplés de 5 ans se préparaient à souffler leurs bougies. Leur mère, elle, était portée disparue depuis 6 mois. La belle-mère leur tendit un grand ours en peluche. « Un cadeau, pour que vous vous souveniez de moi », dit-elle, laissant échapper un petit rire glacial. Ce qu'elle ignorait, c'est que cet ours avait appartenu à leur mère et qu'il contenait un enregistrement vocal qui allait révéler précisément comment elle avait disparu. « Karen, pourquoi je ne peux pas appeler ma vraie maman pour lui parler de notre fête d'anniversaire ?» demanda Chloé, ses petits doigts triturant l'ourlet de sa robe rose. Karen Sullivan interrompit l'agencement des cupcakes sur le présentoir à 3 étages. Son sourire réapparut instantanément, mais ses yeux restèrent froids. « Ma chérie, nous en avons déjà parlé. Ta maman est partie en voyage. Elle ne peut pas répondre au téléphone pour le moment. » La lèvre inférieure de Chloé se mit à trembler. « Mais c'est notre anniversaire. Maman n'a jamais manqué notre anniversaire avant. » C'était le petit matin dans la maison des Morgan, dans une banlieue paisible et cossue. La lumière du soleil filtrait à travers les fenêtres de la cuisine, illuminant les ballons colorés et les guirlandes qui décoraient chaque recoin. Aujourd'hui, les triplés Morgan, Anna, Bella et Chloé, fêtaient leurs 5 ans. David Morgan se tenait non loin, serrant sa tasse de café avec une force anormale. Son regard fatigué dérivait sans cesse vers une photo de famille sur le réfrigérateur. Lui-même, Lena, et 3 bébés identiques aux cheveux roux flamboyants. 6 mois s'étaient écoulés depuis que sa femme s'était volatilisée sans laisser de traces. Les livreurs du château gonflable seront là dans 20 minutes, dit Karen, brisant le silence pesant. Tout doit être parfait pour nos nouveaux souvenirs. David hocha la tête distraitement. Je devrais aller réveiller les filles. Dans la chambre que les triplés partageaient, Anna était déjà éveillée, disposant méticuleusement 3 robes identiques sur leur lit. Bien qu'identiques en apparence, chaque fille avait une personnalité distincte qui se manifestait même dans leur sommeil. Bella était enroulée fermement autour de son oreiller, tandis que Chloé avait réussi, d'une manière ou d'une autre, à se retourner complètement pendant la nuit. « Papa !» s'exclama Anna lorsque David entra. Elle courut vers lui, ses petits bras s'enroulant autour de ses jambes. « L'inspecteur Dubois a appelé ? Est-ce qu'il a trouvé maman ?» David s'agenouilla pour croiser son regard plein d'espoir. « Pas de nouvelles pour l'instant, ma puce. Mais aujourd'hui, c'est votre journée spéciale. Essayons de nous amuser. »« D'accord, » dit Anna, bien que ses yeux soient restés graves. « Je vais aider à préparer tout le monde. » En moins d'1 heure, le jardin s'était transformé en une véritable zone de fête. Un immense château gonflable dominait un coin, tandis que des tables couvertes de nappes roses croulaient sous les cadeaux. Karen dirigeait chaque détail avec une précision quasi militaire. « La table du gâteau doit être centrée au millimètre près, » ordonna-t-elle aux aides. « Et assurez-vous que ces ballons sont bien attachés. Je veux que tout soit parfait. » Les voisins commencèrent à arriver vers midi, apportant des cadeaux et des regards curieux. Beaucoup chuchotaient encore sur la rapidité avec laquelle David s'était remarié après la disparition de Lena. Il n'avait connu Karen que depuis 2 mois, une femme qui travaillait à la pharmacie locale où David venait chercher des ordonnances pour ses insomnies occasionnelles. « Quelle jolie fête !» commenta Madame Jenkins, la voisine, en observant Karen arranger les sacs cadeaux avec une précision d'horloger. « Elle se donne vraiment du mal pour les filles. »« Oui, bien que certains pourraient dire que tout cela arrive un peu vite, » répondit son mari à voix basse. L'inspecteur James Dubois fit une brève apparition, ses vêtements civils ne dissimulant pas tout à fait sa présence policière. Il prit David à part près des rosiers. « Je suis désolé, David. Aucune nouvelle piste dans l'affaire de Lena, » dit-il à voix basse. « Nous continuons de chercher, mais après 6 mois. » Sa voix s'éteignit, laissant planer le sous-entendu. David passa une main dans ses cheveux grisonnants. « Je sais. Les filles n'arrêtent pas de demander, surtout Anna. Elle remarque tout ce qui se passe dans la maison. » Sarah Thompson arriva, portant 3 sacs cadeaux. Meilleure amie de Lena depuis l'université et marraine des triplés, elle avait fait les 2 heures de route depuis la grande ville voisine malgré son malaise évident en présence de Karen. Sarah la salua Karen avec un sourire crispé. « Tellement heureuse que tu aies pu venir. »« Je n'aurais manqué l'anniversaire des filles pour rien au monde, » répondit Sarah froidement. Ses yeux balayèrent la maison richement décorée. « Vous avez monté toute une production. Les filles méritent ce qu'il y a de mieux, » dit Karen en redressant une pile de serviettes parfaitement alignées. « Nous devons créer de nouveaux souvenirs maintenant.
Les yeux de Sarah se plissèrent légèrement. Certains diraient qu'il est aussi important de se souvenir des anciens. Je remarque qu'il y a encore des photos de Lena partout. David insiste pour les garder, répondit Karen, son sourire n'atteignant jamais ses yeux. Dehors, Anna observait attentivement Karen depuis sa cachette sous la table du buffet. Elle remarqua comment Karen vérifiait sa montre à plusieurs reprises, comment elle réarrangeait des objets déjà parfaitement placés. Elle est encore bizarre, chuchota Anna à Bella, qui s'était glissée sous la table pour se cacher lorsque Karen avait tenté de rassembler tout le monde pour les photos. Bella hocha la tête mais ne dit rien. Elle ne parlait plus beaucoup depuis la disparition de leur mère. Alors que l'après-midi se transformait en soirée, Karen rassembla tout le monde autour de la table des cadeaux. « Attention tout le monde », appela-t-elle en frappant dans ses mains. « C'est l'heure des cadeaux spéciaux. » Elle présenta à chaque fille un ours en peluche, brun et doux, avec un ruban bleu noué autour du cou. « Ils sont tous pareils », observa Chloé en examinant son ours. « Presque pareils », dit Karen, passant un temps anormalement long à ajuster le ruban sur l'ours de Chloé. « Mais chacun est spécial, tout comme chacune d'entre vous. » David fronça légèrement les sourcils en fixant l'ours de Chloé. Quelque chose lui semblait familier, mais avant qu'il ne puisse identifier le souvenir, Sarah apparut à ses côtés. « Cet ours ne te rappelle rien ?» demanda-t-elle doucement. Karen s'interposa brusquement entre eux. « L'heure du gâteau », annonça-t-elle à voix haute. Plus tard dans la nuit, après les histoires et les câlins, David vérifia une dernière fois chaque fille. Dans la chambre de Chloé, le clair de lune filtrait par la fenêtre. Elle ne dormait pas, mais était assise, serrant son ours en peluche tout en fixant une photo de Lena sur sa table de chevet. « Maman te manque, n'est-ce pas ?» demanda doucement David. Chloé hocha la tête. « Mon ours a le même contact que les câlins de maman », murmura-t-elle. Le soleil du matin inondait la salle de jeu de lumière chaude. Chloé était assise en tailleur sur le tapis, tenant son nouvel ours en peluche près d'elle, lui parlant doucement. « Tu es mon ami spécial », chuchota-t-elle à l'ours en le serrant fort contre sa poitrine. Alors qu'elle l'étreignait plus forte encore, elle entendit un étrange déclic. Elle recula, confuse, regardant le jouet avec curiosité. Elle le serra à nouveau. Cette fois, quelque chose d'inattendu se produisit. Une voix de femme s'éleva de l'intérieur de l'ours, une voix que Chloé reconnut immédiatement. « Karen, qu'est-ce que tu fais ici ? Il est minuit. Comment es-tu entrée ? Reste loin de moi. David, au secours. » Chloé se figea, ses yeux s'écarquillant. C'était la voix de sa mère. La voix de maman, venant de l'intérieur de l'ours en peluche. L'enregistrement se poursuivit avec des bruits d'objets qui se brisent et des mouvements rapides. Puis une autre voix parla. La voix de Karen. « Je t'envoie dans un endroit où personne ne te trouvera jamais. » L'enregistrement s'arrêta. « Papa !» hurla Chloé, se levant d'un bond et courant à travers la maison. Dans la cuisine, David et Karen levèrent les yeux alors que Chloé faisait irruption dans la pièce, son ours en peluche à la main. « Qu'est-ce qui ne va pas, ma chérie ?» demanda David. « Maman est dans mon nounours », sanglota Chloé, tendant l'ours vers son père. « Maman parle dans mon nounours. » David jeta un coup d'œil à Karen, qui haussa légèrement les épaules avec un sourire. « Elle a une imagination débordante », dit Karen en tendant la main vers l'ours. « Laisse-moi voir ça. » « Non. » Chloé retira l'ours. « Papa doit écouter. Maman a des problèmes. » David s'agenouilla au niveau de Chloé. « D'accord, écoutons ce que ton nounours a à dire. » Chloé serra l'ours, et de nouveau, le clic mécanique retentit. Puis la voix de Lena emplit la cuisine. La couleur quitta le visage de David. Il attrapa l'ours, le pressant à nouveau pour réécouter l'enregistrement. Karen laissa tomber le verre de jus d'orange qu'elle tenait. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» exigea David, fixant Karen. « C'est la voix de Lena, » dit David, sa voix à peine un murmure. « Et la tienne ?» Chloé tira sur la manche de David. « Papa, Karen a fait du mal à maman. Le nounours me l'a dit. » David regarda sa fille, puis de nouveau Karen, dont le visage était devenu blême. « Chloé, va dans mon bureau, » dit David en gardant sa voix calme malgré son cœur qui battait la chamade. « Prends l'ours avec toi. Ferme la porte à clé et ne l'ouvre pas avant que je vienne te chercher. » Une fois les filles en sécurité dans le bureau, David sortit son téléphone et composa le numéro de l'inspecteur Dubois, sans jamais quitter Karen des yeux. « James, j'ai besoin que tu viennes chez moi immédiatement. Nous avons trouvé quelque chose à propos de Lena. » En 20 minutes, l'inspecteur Dubois arriva avec un technicien de la police scientifique. David les conduisit à son bureau où Chloé était assise avec ses sœurs, serrant toujours l'ours.
Le technicien examina soigneusement le jouet, trouvant une petite couture sous le ruban bleu. Avec délicatesse, il ouvrit la couture et en extrayait un petit enregistreur vocal. « C'est de haute qualité », dit-il à l'inspecteur Dubois. Dans le salon, Karen alternait entre des plaidoyers larmoyants et des éclats de colère. « C'est un coup monté », insistait-elle. « Je n'ai jamais fait de mal à Léna. Pourquoi l'aurais-je fait? Je ne la connaissais même pas. » David regardait depuis l'embrasure de la porte, son esprit en ébullition. Anna s'approcha de son père. « Papa, Karen passait en voiture devant notre maison, » murmura-t-elle. « Avant que maman ne disparaisse, j'ai vu sa voiture plusieurs fois. » David fixa sa fille. « Quoi? Pourquoi ne me l'as-tu pas dit avant? »« Je ne savais pas que c'était important, » dit Anna. « Et après qu'elle a emménagé, elle m'a dit que j'inventais des histoires. » L'inspecteur Dubois les rejoignit, son expression sérieuse. « David, nous plaçons Karen sous surveillance à domicile pendant que nous authentifions l'enregistrement. Nous aurons besoin de vos dépositions, à vous et aux filles. » Plus tard dans la soirée, alors que Karen prenait une douche, David appela Sarah. Sa main tremblait en tenant le téléphone. « Sarah, tu dois venir. Nous avons trouvé quelque chose sur Léna. C'est grave, et ça implique Karen. » La tension dans la maison Morgan était palpable le lendemain matin. L'inspecteur Dubois revint tôt, accompagné de 2 autres officiers. « L'enregistrement est en cours d'analyse en ce moment même, » informa-t-il David. La sonnette retentit. C'était Sarah, une valise à la main. « Que fais-tu ici ?» demanda Karen. Sarah entra sans attendre d'invitation. « David m'a demandé de rester un moment pour aider avec les filles. »« Nous n'avons pas besoin d'aide, » dit Karen sèchement. Le visage de Karen s'empourpra de colère. « C'est ma maison maintenant. »« En fait, elle est toujours à mon nom, » dit fermement David. « Et Sarah reste. » Plus tard dans la matinée, l'inspecteur Dubois revint avec une psychologue pour enfants, le docteur Martinez. Anna entra la première. Elle passait en voiture devant notre maison dans sa voiture bleue. Parfois, elle se garait au bout de la rue et regardait notre maison. L'interrogatoire de Chloé révéla l'information la plus surprenante. « Karen m'a emmenée à la pharmacie où elle travaillait », expliqua Chloé. « Elle m'a montré des médicaments spéciaux qui font dormir les gens très longtemps. Elle a dit, parfois, les gens ont besoin d'aide pour dormir pour toujours. » Pendant ce temps, au poste de police, l'équipe scientifique confirmait, c'est bien la voix de Léna Morgan. La deuxième voix correspond à celle de Karen Morgan. L'enregistrement n'a pas été altéré. L'enquête s'intensifia lorsqu'on découvrit que Karen avait changé de nom 5 ans auparavant. Elle était née Catherine Shepard. Cette nuit-là, David trouva une boîte cachée dans le placard de Karen. À l'intérieur, des dizaines de photos de sa famille, prises à distance, bien avant qu'il ne soit censé la rencontrer. Des photos de Léna allant chercher les filles à l'école, de David travaillant dans le jardin. « Elle traquait votre famille », murmura Sarah. Le lendemain matin, l'inspecteur Dubois et son équipe perquisitionnèrent le box de stockage de Karen. Les murs étaient couverts de photos de surveillance de la famille Morgan. Dans un classeur, des journaux intimes. Une technicienne lut une entrée datant de 18 mois, « J'ai vu les triplés Morgan au terrain de jeu aujourd'hui. Elles ont besoin d'une meilleure mère. Léna ne les mérite pas, ni David. Leur vie devrait être la mienne. » L'inspecteur Dubois mit la main sur un dossier médical au nom de Léna. Karen avait volé ses dossiers médicaux. Malgré les preuves que quelqu'un était passé récemment pour retirer des objets, le box contenait suffisamment d'éléments pour renforcer l'affaire contre Karen. De retour à la maison, le soir, un orage éclata. Le téléphone de David sonna. C'était l'inspecteur Dubois. « David, nous avons du nouveau. Nous pensons que Léna est peut-être en vie. » Une empreinte dans le box de stockage correspond à un employé d'un établissement psychiatrique privé dans le Nord, l'Institut Pinewood. Un violent coup de tonnerre interrompit l'appel. Dans l'embrasure de la porte de la salle à manger, Karen se tenait silencieuse. Elle avait tout entendu. Les lumières de la maison vacillèrent et s'éteignirent. Au même moment, un voisin frappa à la porte, signalant une branche d'arbre tombée sur les lignes électriques. David sortit pour l'aider. Dès qu'il fut parti, Karen renversa une grande bibliothèque près de la porte de la cave, créant un vacarme. Lorsque Sarah accourut, Karen la poussa violemment dans les escaliers de la cave et bloqua la porte. À l'étage, Anna sentit le danger. Elle cacha Bella sous son lit, mais ne trouva pas Chloé, qui était allée chercher son ours en peluche. Karen entra dans la chambre de Chloé. « Chloé, ma chérie, nous devons partir. Pour aller voir ta maman.
Je sais où elle est. C'est notre mission secrète. Confuse mais pleine d'espoir, Chloé la suivit. Karen la conduisit au garage, laissant une note sur le comptoir. J'ai Chloé. Si vous voulez la revoir, ne me suivez pas. Je veux un passage sur hors de l'état. Quand David revint, il découvrit Sarah enfermée et Chloé disparue. Il appela immédiatement l'inspecteur Dubois. Karen a enlevé Chloé. Elle a laissé une note de rançon. Est-ce que Chloé a quelque chose que nous pouvons suivre ? Demanda l'inspecteur. Son ours en peluche, se souvint David. J'ai mis de petits traceurs GPS dans les jouets préférés des filles après la disparition de Lena. En quelques minutes, la police localisa le signal. La voiture de Karen se dirigeait vers le nord, vers la frontière. On se dirige vers la colonie de vacances abandonnée de Silver Pin, annonça un officier. Karen y a travaillé comme monitrice pendant ses études. David insista pour les accompagner. C'est ma fille. Et c'est ma femme que Karen cache. J'y vais. À des centaines de kilomètres de là, à l'Institut Pinewood, une infirmière de nuit, Melissa Jenkins, vérifiait les dossiers. Elle s'arrêta sur celui de Patricia Shepard, admise il y a 6 mois. Les dosages de médicaments étaient extrêmement élevés. En regardant la patiente, une femme mince aux cheveux auburn, Melissa fut frappée par sa ressemblance avec Lena Morgan, une mère de triplés disparue dont elle avait vu le cas dans une émission. Prenant une décision, Melissa réduisit la dose du soir. Quelques heures plus tard, le docteur Thomas Reynolds, furieux, découvrit le changement. Cette patiente souffre de graves délires, elle s'imagine avoir des triplés et un mari nommé David, hurla-t-il. Mais Melissa sentit que quelque chose n'allait pas. Plus tard, elle retourna dans la chambre. La patiente était réveillée, ses yeux plus clairs. « Où suis-je » demanda la femme. « Je crois que mon nom est Lena. » Le cœur de Melissa s'emballa. Elle prit une photo de la patiente et l'envoya à la ligne d'information de l'émission. Pendant ce temps, une équipe tactique encerclait la colonie de vacances. David, l'inspecteur et plusieurs officiers s'approchèrent du pavillon principal. À l'intérieur, des cartes de la frontière canadienne, des déguisements et de faux papiers pour Karen et Chloé. Sur le sol, David trouva un ruban à cheveux rouges. C'est le ruban d'Anna, celui qu'elle a donné à Chloé comme signal de danger. Chloé nous laisse une piste. Ils suivirent les rubans jusqu'à un hangar à bateau au bord du lac. Ils entendirent la voix de Karen. « Nous serons en sécurité au Canada. Juste toi et moi, jusqu'à ce que ta mère aille mieux. Je veux mon papa, » répondit la voix de Chloé. Karen Sullivan appela l'inspecteur au mégaphone. Le bâtiment est encerclé. À l'intérieur, Karen serra Chloé contre elle, au bord de l'eau. « Ils nous ont trouvés, » murmura-t-elle. Karen appela David. « S'il te plaît, laisse partir Chloé. Votre précieuse Lena est vivante. » cria Karen. Saine et sauve à l'Institut Pinewood. Sous un autre nom, bien sûr. Patricia Shepard, ma sœur délirante. Alors que Karen parlait, de plus en plus erratique, Chloé profita d'un moment d'inattention pour s'échapper et ramper vers la porte. « C'est fini, Karen », dit l'inspecteur. « Chloé est en sécurité. Nous savons où est Lena. » Karen, réalisant que Chloé avait disparu, recula vers le bord du hangar, au-dessus de l'eau sombre. « Si je ne peux pas la voir, personne ne l'aura. » Alors qu'elle se penchait en arrière, David se jeta en avant et la plaqua au sol. Les officiers se précipitèrent pour la maîtriser. Dehors, Chloé courut dans les bras de son père. L'inspecteur s'approcha, téléphone en main. « David, nous avons reçu un courriel d'une infirmière de Pinewood. Elle a envoyé une photo d'une patiente qu'elle pense être Lena. » David prit le téléphone. La femme sur la photo était hagarde, mais c'était sans aucun doute elle. « C'est elle, » dit-il, les larmes coulant sur son visage. « C'est ma femme. » Alors qu'on la mettait dans une voiture de police, Karen cria à David, « Vous avez peut-être retrouvé son corps, mais la Lena que vous connaissiez a disparu pour toujours. Je me suis assuré que les médicaments effacent tout ce qu'elle était. » David se détourna, se concentrant sur sa fille et la photo de sa femme. « Nous allons ramener maman à la maison, Chloé, » promit-il. « Tout de suite. » L'hélicoptère de la police atterrit sur le toit de l'hôpital général de Massachusetts juste après le lever du soleil. Une équipe médicale attendait. Dans une grande salle d'examen, les médecins confirmèrent les soupçons de David. Elle a reçu des doses dangereuses d'antipsychotiques et de sédatifs, expliqua le docteur Eleanor Winters, chef de l'unité de neuropsychiatrie. Son rétablissement sera complexe. Lorsque Lena ouvrit les yeux,
elle appela David, paniqué. « Je suis là, dit-il. Tu es en sécurité. Les bébés, dit-elle avec urgence. Où sont mes bébés? David réalisa avec un pincement au cœur que Lena se souvenait des triplés comme des nourrissons. 6 mois de traitement lourd avaient brouillé sa notion du temps. Pendant ce temps, à Pinewood, l'enquête révéla un système de séquestration illégale. Le docteur Reynolds et plusieurs membres du personnel furent arrêtés. Des dizaines d'autres victimes furent découvertes. À Boston, Sarah amena les triplés voir leur mère. La rencontre fut un mélange d'émotions. « Mes bébés !» sanglota Lena en voyant les filles, avant de paraître déconcertée par leur taille. « Vous êtes si grandes. » Anna sortit un album photo. « Regarde, maman, pour t'aider à te souvenir. » Lena étudiait les photos avec un mélange de reconnaissance et de confusion. Bella lui tendit silencieusement ses dessins. Chloé, avec son empathie naturelle, lui prit la main chaque fois que Lena semblait perdue. Des semaines de traitement intensif suivirent. Lena luttait contre les effets du sevrage et les lacunes de sa mémoire. Mais lentement, des fragments de sa vie passée refaisaient surface, souvent déclenchés par les filles. Un jour, en regardant une vidéo de leur 4e anniversaire, un souvenir clair jaillit. « Le gâteau !» s'exclama-t-elle. Il avait un fourrage à la fraise pour Anna, et un glaçage violet, un compromis pour Bella. Ce fut une percée majeure. 3 mois après son sauvetage, Lena rentra chez elle. La maison avait été entièrement redécorée par des amis et des voisins, effaçant toute trace de Karen. Les premiers jours furent un réajustement pour tous. Chaque fille trouva sa propre manière d'aider sa mère à guérir. Anna gérait ses médicaments avec une précision militaire. Bella lui lisait des histoires, ravivant des souvenirs partagés. Chloé lui rappelait les petites traditions familiales, comme la cannelle dans les crêpes du dimanche. Karen et le docteur Reynolds furent condamnés à de longues peines de prison. L'Institut Pinewood fut fermé, et une fondation fut créée au nom de la famille Morgan pour aider d'autres victimes de systèmes similaires. La guérison fut un long chemin, fait de nouveaux souvenirs se superposant aux anciens qui revenaient peu à peu. Ce n'était pas un conte de fées parfait, mais quelque chose de plus précieux. Une vraie famille, se reconstruisant jour après jour, plus forte pour avoir retrouvé son chemin l'un vers l'autre. Sur une étagère de la chambre des filles, l'ours en peluche de Chloé trônait, témoin silencieux du secret qu'il avait gardé et de l'amour qui avait finalement triomphé.